originale. Certaines îles ne demeurent pas toujours des îles. Elles sont à notre portée et parfois, la mer nous donne un droit de passage. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Cette île en face de nous, c'est Tatillou, juste devant Saint-Valahougue. Et comme le coefficient de marée est favorable aujourd'hui, nous allons pouvoir la rejoindre à pied. C'est en compagnie de Paul, qui sera mon guide pour la traversée, que je vais rejoindre Tatillou, Bonjour cette Paul. île aux 1000 destins. Ça va bien? Bien et vous? Bah très bien, très bien. Bon, il y a pire comme job, guide à Tatillou. Il y a pire, oui, c'est vrai qu'au niveau de conditions de travail, on n'est pas les plus malheureux. C'est vraiment étonnant parce qu'on est complètement au milieu des parcs à huîtres. Oui, c'est la petite particularité en fait de l'île Tatillou. C'est-à-dire qu'on peut effectivement, à partir d'un coefficient de marée de 60 minimum, passer à pied au milieu des parcs à huîtres. Et alors l'huître de Normandie, elle est vraiment née ici. En fait, on a une grosse tradition d'ostréiculture à Saint-Va, donc depuis des siècles et des siècles. Sauf qu'à la base, avant même l'ostréiculture, c'était parce qu'on avait une présence de bancs d'huîtres naturels. L'ostréiculture a commencé vraiment à se développer à Saint-Valahougue à partir des années 1880. L'huître creuse, telle qu'on la connaît maintenant, c'est des huîtres creuses japonaises. En fait, ça fait suite à une maladie, en fait, un virus qui a commencé à décimer les huîtres ici en 1964. Voilà. Et face en fait, à cette maladie, les ostréiculteurs sont allés chercher des nouveaux essaims. Et qui résistaient au virus. Et qui résistaient au virus et qui donc étaient originaires, eux, plutôt du Japon. Du Japon. Voilà, on arrive sur l'île, on est sorti des parcs. Et en fait, on fait tout de suite un grand bond historique parce qu'on se retrouve devant les tours Vauban en fait. Le système de fortification Vauban, donc qui date de 1699, avec ces deux tours, donc censé vraiment fermer la baie. Donc une sur Tatillou et puis une sur le continent en fait, sur la terre ferme, et qui protégeait un peu Saint-Va de nos ennemis de toujours. C'est voilà, effectivement, de la perfide Albion, donc de l'Angleterre. En 1720, Tatillou devint un centre de quarantaine où les marins venus des quatre coins du monde avaient obligation de résider avant de rejoindre la terre ferme. Et ça se passait dans le lazaret qui aujourd'hui a une toute autre vocation. Je quitte Paul pour rejoindre Frédéric et plonger dans un monde d'étranges créatures minuscules. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Ça va bien? Bien, bienvenue au labo de Tatillou. Alors vous êtes médiateur scientifique ici au laboratoire de Tatillou, qui était avant un labo de recherche, Oui. qui est maintenant un labo pédagogique, ce qui explique la présence de ces étudiants de Paris 7 d'Hydro. Et nous, on voulait voir du plancton avec vous. Est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? Oui, bien sûr. Alors le plancton, il est présent dans la mer, mais il est très dispersé. Et moi ici, j'étudie principalement deux espèces que l'on voit ici sur l'écran. Et ces deux espèces ont la faculté d'être bioluminescentes. Alors, c'est des espèces qui sont présentes dans la mer. Et pour pouvoir les observer plus facilement, il faut en fait filtrer de l'eau de mer, concentrer l'eau de mer. Et pour ça, on utilise un filet à plancton. Eh ben, on va aller faire un petit prélèvement en mer là. Voilà, donc on va faire un trait de plancton avec le bateau. Allons-y. C'est sur la vedette amphibie qui assure la liaison avec le continent que nous naviguons pour la pêche au plancton. Frédéric a bricolé un filet de collecte techniquement très simple mais diablement efficace. Quelques minutes de cette drague à 1 mètre de profondeur suffiront pour concentrer une faune et une flore microscopiques et pourtant à la base de toute la vie maritime. On voit bien le filet là, hein, Là, on le voit bien. qui reste. Toujours à la même profondeur. Ouais, c'est bien. Un ensoleillement plus beaucoup de nutriments, ça fait une mer qui est très riche en plancton végétal. C'est le plancton végétal qui produit la matière vivante. Et grâce à cette production primaire, on a toute la chaîne alimentaire qui démarre. Plancton, ça veut dire errer. Ça vient du grec planctos, qui veut dire errer. Donc il n'y a pas de notion de taille dans le mot plancton. C'est-à-dire qu'il y a du plancton Oui, c'est pas forcément, microscopique. Il y a du plancton petit. Ça va du femtoplancton, là c'est des virus, c'est inférieur au micromètre, jusqu'au mégaplancton qui peut faire plusieurs mètres comme les méduses. Une méduse, ça se laisse porter par le courant, donc c'est du plancton.
Donc là, on voit une algue unicellulaire. Le nom de cette algue, c'est Pyrocystis. Pyro, ça veut dire le feu, et cyste, le sac, la cellule. Donc pourquoi on a appelé cette espèce-là sac de feu? Parce qu'elle émet de la lumière. elle s'enflamme, en fait. Voilà. Et cette lumière qu'ils émettent, c'est possible de voir de jour? Alors, de jour, non, puisque les espèces bioluminescentes émettent de la lumière que la nuit. Et donc ici, on a une salle dans laquelle on a inversé le cycle jour-nuit, de manière à pouvoir observer leur bioluminescence pendant notre journée à nous. Le noir complet, un peu de stimulation, et c'est toute la magie de ces micro-organismes qui se révèlent. Mais ce n'est pas que pour la beauté du geste que cette algue planctonique se pare de mille feux. Chez cette espèce-là, à quoi ça lui sert de faire de la lumière? En fait, elle va utiliser la lumière comme un signal d'alarme. Lorsque les prédateurs vont s'approcher, ils vont agiter l'eau, donc les algues vont émettre de la lumière. Du coup, le prédateur se retrouve éclairé et peut se faire repérer par son propre prédateur. Donc à ce moment-là, en fait, la bioluminescence sert à diminuer le nombre de prédateurs. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Fred, merci beaucoup pour cet éclairage. Au plaisir de vous revoir sur Tatillou. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. 2010.